c'est moi, Maude. J'espère que tu vas bien. Je prends un petit moment pour te souhaiter la bienvenue si t'es à l'écoute de tes premiers épisodes. J'en profite aussi pour remercier les fidèles, oui, toi, cher fidèle auditeur, qui écoute le podcast depuis plus longtemps. J'espère de tout cœur que les discussions te nourrissent, t'inspirent, te font découvrir et voir le monde sous différents angles. Aussi, très bonne nouvelle, la communauté continue de s'agrandir. Ça, pour vrai, ça me remplit de joie. Et ça, à chaque semaine. Alors, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre Go Wild sur Instagram, go.wild. Et je partage de plus en plus de contenu, autant sur les entrevues, les invités que sur le voyage en général. Je t'invite aussi à t'abonner sur ma chaîne Maude on the Go pour voir l'entrevue, donc vraiment l'enregistrement visuel. C'est toujours le fun d'entendre des voix, mais des fois, de mettre un visage, ça peut être d'autant plus le fun. Puis, je te rappelle aussi qu'il y a des petites actions qui font tellement une grosse différence, OK, pour permettre à Go Wild de rayonner davantage, d'agrandir la communauté. Tu vois le portrait. Premièrement, de laisser une note sur Apple Podcast, OK, un petit 5 étoiles avec un commentaire si le cœur t'en dit, parce que je t'avoue que je les lis tous et que ça me fait toujours très chaud au cœur de savoir ce que tu as apprécié. Deuxièmement, un screenshot de l'épisode. Si tu as vraiment eu un aha moment, tu as quelque chose qui t'a inspiré, je t'invite à screenshot, mettre ça en story, taguer Go Wild et Maude on the Go. Puis moi, ça me permet de connecter directement avec toi, puis de repartager à mon tour. Et finalement, si tu penses qu'il y a un épisode qui pourrait inspirer quelqu'un autour de toi, que ce soit conjoint, ami, famille, je t'invite à le faire. Encore une fois, ça permet au contenu, à Go Wild, de rayonner davantage. Alors sur ça, c'était mon petit mot pour toi aujourd'hui. On retourne à l'épisode. Sonia et Luc ont fêté cette année 30 ans de vie commune à Bangkok, deuxième ville où ils se sont expatriés, et ce depuis 2017. Même si Luc dit que la passion du voyage vient de Sonia, ils sont tous deux avides de découvertes, connexions humaines et surtout adorent le changement. C'est pour cette raison que leurs choix de vie ont toujours été de vivre plus simplement pour expérimenter plus. Ils se disent vraiment sur leur X à titre d'expat et n'ont pas peur de recommencer à zéro, et ce, en famille comme à deux. All right, alors bonsoir pour moi, bon matin pour vous autres. Sonia, Luc, bienvenue au podcast Go Wild. Vous allez bien? Merci, oui, ça va bien. Super, oui. Merci de nous avoir invités, surtout. Écoute, le plaisir est vraiment pour moi. Sonia, ça faisait quand même un petit bout que je te suivais sur les internets. la joie des réseaux sociaux de nos jours, ça nous permet de faire des connaissances, des contacts vraiment intéressants. Puis, surtout dans le domaine du voyage, on voyage à travers les écrans. Donc, merci pour tes beaux partages. Donc, on vous retrouve en direct de... Bangkok! Merci pour la participation. Donc, on est au podcast numéro 21 de Go Wild. Donc, on est pas mal concentré sur l'Asie ces temps-ci. Je suis très contente aujourd'hui parce qu'on va parler non seulement de Bangkok, mais aussi d'une île que vous avez eu la chance de résider pendant plusieurs années. Donc, sans plus attendre, présentez-vous, mes chers. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Parfait. Les dames d'abord. OK. Bon, moi, c'est Sonia. J'ai 50 ans. Je suis à ma deuxième expatriation, comme tu as dit tantôt. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai été technicienne, parajuriste au ministère de la Justice pendant plusieurs années, voire une bonne dizaine d'années. Ensuite, la première expatriation, j'ai laissé mon travail pour partir pendant 5 ans. Quand je suis revenue, j'ai eu un travail de coordonnatrice aux opérations policières, service de police, pendant une bonne dizaine d'années aussi. Là, j'ai laissé mon travail pour venir ici à Bangkok. Puis en ce moment, j'étudie avec la TÉLUQ en gestion des ressources humaines. Puis je voyage, puis je visite, puis je découvre Bangkok. Une éternelle curieuse de ce que j'ai pu comprendre. Oui, vraiment. Oui, vous êtes deux personnes qui n'aimaient pas la routine. Non, c'est ça. Exactement. Et toi, Luc? Moi, je suis Luc, j'ai 53 ans, je suis papa de 3 enfants, je suis avec Sonia, ça fait une trentaine d'années. J'ai étudié en informatique à l'université. Je travaille dans le domaine informatique depuis 28 ans à peu près. J'ai fait les grosses compagnies à Montréal, Bell, Desjardins, CGI, IBM. Maintenant, je suis à l'emploi de la Banque nationale.
Donc, j'ai eu la chance de m'expatrier il y a quelques années, puis j'ai eu la chance avec la Banque nationale aussi de m'expatrier ici au Cambodge. Fait que, Au Cambodge? Au Cambodge, mon Dieu, je m'excuse. Je mélange les... À Bangkok, finalement. Le but, c'est de te mêler, là. C'est ça, vous avez changé de ville. oui, c'est ça. On voulait te faire une surprise. Non, bien, en fait, c'est ça. Au niveau de l'expatriation avec la banque a fait l'acquisition d'une banque au Cambodge et on a créé une petite firme ici de TI à Bangkok pour venir sécuriser notre investissement qu'on a fait au Cambodge, donc d'où le mélange Cambodge-Thaïlande. Okay. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. Ça fait combien de temps que vous êtes à Bangkok? Là, ça fait environ 3 ans. Ça va faire 3 ans en novembre cette année qu'on est ici à Bangkok. Excellent. Puis moi, ce que je trouve vraiment intéressant, tu sais, qu'on a eu la chance de se parler un peu avant, c'est vraiment votre philosophie de vie. Puis j'aimerais ça qu'on en parle parce que, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas des gens qui aimaient la routine. Luc, tu disais qu'il était vraiment assoiffé d'entrer en contact avec les gens. Tu vis de relations humaines. Bien, même chose pour toi aussi, Sonia. Tu aimes t'émerveiller, tu aimes découvrir. Donc, parlez-moi un petit peu de votre vie avant, à Blainville, l'espèce de rat race, pas avoir nécessairement vivre plus simplement pour pouvoir voyager. Parlez-moi un petit peu de votre philosophie de vie. Thierry ou... Vas-y! Qui va parler? Ouais. En fait, c'est ça qui a un peu propulsé notre première expatriation là, à Bahreïn avec les enfants. C'est qu'on était dans une vie où les deux, on travaillait à Montréal, on demeurait en banlieue, on faisait garder les enfants, c'était fou, on était fatigués. Puis, il y a eu cette opportunité-là qui s'est présentée, fait qu'on a décidé de la prendre puis de partir. Mais... comme tu dis, en premier, on n'aime pas la routine. Fait qu'à chaque fois qu'on se trouve dans des situations où ça devient routinier, bien, on essaie de sortir un peu de cette zone-là pour aller faire autre chose ou essayer des nouvelles affaires. Puis les expatriations, ça colle vraiment à notre vie là, parce que on aime ça, on aime découvrir, on aime surtout les expatriations qu'on a fait. Dans notre cas, c'est 2 pays qui sont complètement différents des nôtres. Là. Bahreïn, c'est un pays musulman, puis ici, c'est le bouddhisme, puis c'est l'exotisme, puis tout ça. Fait qu'on est vraiment sorti de notre zone de confort en choisissant ces 2 pays-là, contrairement à si on avait pris les États-Unis ou l'Europe ou peu importe. 100%, c'est ça qu'on aime. Vous n'êtes pas allé de main morte, entre guillemets. C'est pas comme aller aux États-Unis ou simplement de changer de ville au Canada. Là, c'est comment est-ce que c'est de le faire? Parce que vous étiez, vous l'êtes encore, parents. Comment est-ce que c'est de faire ça, de faire ces démarches-là avec des enfants? Bien, dès le début, on avait choisi... on avait choisi de le faire avec les enfants, les inclure dans nos aventures, pas les laisser de côté. Exemple, à Bahreïn, quand on a décidé de partir, le contact là-bas, qui était là-bas, il me dit, viens toi en premier, viens voir les maisons, viens louer des maisons. Puis je lui avais dit non, il n'est pas question que je fasse ça. Nous, on voyage, on est en gang. À l'époque, on avait deux enfants, fait qu'on est parti avec 8 valises. On n'a rien shippé. On est arrivé à Bahreïn dans un hôtel. Disons que l'arrivée était assez difficile là, pour moi. Là. Je me demandais qu'est-ce que j'ai fait d'emmener ma famille ici. Puis, c'est comme ça qu'on a décidé de le faire, c'est de les inclure dans nos aventures, puis prendre le temps tu sais, on a des enfants, on prend le temps de vivre avec des enfants, puis s'adapter à la situation avec les enfants, puis d'ailleurs, je veux remercier, on n'a pas parlé la première fois qu'on s'était parlé, mais il y avait Luc Dallaire qui était là-bas, c'était un Québécois qui faisait des embauches, qui nous a beaucoup aidé à nous expatrier. Tu sais, Luc nous a dit, si tu t'expatries bien en premier, tu vas bien le faire pour le reste de ta vie. Fait que c'est ça, fait que c'est un peu ça. On a décidé d'inclure ça dans la gang avec nous autres. Fait que c'était bien. 100%. De toute façon, j'imagine que c'était pas faisable de les laisser à Blainville, là. Non, mais je voulais pas laisser Sonia non plus. Je voulais vivre le moment ensemble, toute la gang ensemble, on le vit, tu sais. Ce que je trouve exceptionnel, Luc, c'est que
tu sais, ce rôle-là, cette première expatriation-là, c'est un peu toi aussi qui l'as amené de l'avant au niveau du travail. C'est pas toi qui as proposé, tu sais, tu t'es un peu offert pour aller à l'étranger ou ça, c'était pour Bangkok? Excuse-moi, je veux juste pas mélanger. En fait, c'est pour les deux cas. Le premier cas à Bahreïn, c'est... puis c'est drôle parce que, par erreur, il y a eu une publication pour ce poste-là. À l'époque, je travaillais pour Bell, dans le réseau de Bell, puis elle aurait dû jamais se retrouver là. Puis je suis arrivé avec la feuille le soir, puis je disais à Sonia, ça tente-tu d'aller là? Puis là, on a fait les démarches. Ça a pris beaucoup de temps. Là, Bahreïn, ça a pris beaucoup de temps avant de le négocier. Puis dans le cas de Bangkok, oui, à l'époque, ATA existait déjà, la compagnie qui est ici. Puis moi, j'avais des liens avec eux parce que je m'occupais de la facturation avec eux. Puis, on a décidé d'envoyer quelqu'un qu'on appelle en anglais des boots on the ground là, pour être ici. Oui. Puis, je leur ai dit, ben moi, j'ai déjà fait ça. Seriez-vous intéressé à envoyer un gestionnaire parce que j'étais gestionnaire. J'étais encore gestionnaire à la banque. Et là, c'est là où ça l'a débloqué, où ils ont dit, ah oui, on n'a pas pensé d'envoyer un gestionnaire. C'est peut-être une bonne idée pour bâtir une équipe. Fait que oui, c'est ça, je me suis proposé pour le faire. Morale de l'histoire, des fois, de prendre un peu les devants puis d'analyser une situation. Il y a peut-être des possibilités, surtout avec des grandes firmes, de peut-être créer des opportunités, des choses que tu as faites. En tout cas, je tenais à le mentionner. Puis, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, le processus, justement, de tout laisser? Parce que vous partez toujours avec le mindset, vous gardez le minimum au Canada. Vous parliez, il reste 2 tapis, puis... Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme un gros point là, de l'expatriation, je te dirais, c'est qu'il y a beaucoup de... on repart souvent à zéro. Oui. C'est quand on est parti du Québec, la première fois, on a tout vendu, on n'a plus rien. À Bahreïn, on n'avait plus rien, plus de maison, plus d'auto, plus de lien avec le Canada, permis de conduire, assurance maladie, plus de meubles, vraiment rien. Là, on avait juste quelques boîtes. Puis cette fois-ci, c'est la même chose. C'est qu'on a tout vendu, on n'a plus de maison, plus rien. Puis là, comme je te racontais, il nous reste peut-être une dizaine de boîtes, 2 vélos, puis genre 2-3 tapis persans, puis c'est tout ce qu'on a en inventaire. Ouais. On n'a plus rien. Fait que quand on arrive dans le pays qui nous accueille, on repart à zéro. Quand on retourne chez nous au Québec, on repart à zéro. Puis là, la même chose cette fois-ci, on est reparti à zéro ici, puis on va repartir encore à zéro quand on va retourner. Puis ça, c'est vraiment pas à sous-estimer pour ceux qui s'expatrient, là. S'il y en a qui cherchent des conseils, le retour, c'est vraiment important de bien planifier le retour au Québec ou quand tu reviens, parce qu'il y en a qui s'expatrient pour la vie aussi, là. Oui. Mais quand il y a un retour, il faut pas le sous-estimer parce que il est quand même gros aussi. Ou qu'il y a bien des choses au niveau administratif, juste pour peut-être outiller ceux qui veulent aller, mais revenir aussi, là, y aller pour un X nombre d'années. Oui, ouais. Bien, en fait, c'est ça, tu sais, il faut... en fait, la façon dont le Canada fonctionne, c'est faut que tu aies le moins de liens possible. Fait que il y a beaucoup de zones grises dans la loi canadienne pour l'expatriation. Un peu moins peut-être avec les années, mais il y en a quand même beaucoup. Fait qu'il faut que tu essaies de couper les liens. Il faut que tu prouves que tu t'en vas t'expatrier ailleurs, puis que ta résidence est vraiment, comme nous ici, là, c'est notre résidence est vraiment à Bangkok, en Thaïlande, tout ça. Fait que l'idée, c'est de garder le moins de liens possible. Les liens que tu gardes, bien, c'est des liens que tu justifies. Tu sais, comme moi, j'ai un compte de banque parce que naturellement, la banque me paie au Canada, donc j'ai besoin d'un compte de banque, des choses comme ça. On aurait pu garder la maison aussi, la louer, tout ça, mais nous, on a choisi aux 2 fois de la vendre, la maison, parce qu'on voulait avoir la liberté, on s'en va. Puis on ne savait pas, tu sais, combien de temps on resterait là-bas. Oui. Tu sais, c'est ça. On va vous renouveler aussi. Il y a peut-être une possibilité. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est comme à Bahreïn aussi, quand on est parti, on ne pensait pas de revenir tout de suite, mais à cause des événements du 9/11, ça fait qu'on a quitté après 5 ans. Mais donc, on ne sait jamais vraiment, comme ici, c'est la même chose. Le contrat se termine en décembre 2021, mais on ne sait pas après... Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas où on va aller habiter, on ne sait pas... Tout d'un coup, c'est prolongé, tout d'un coup, le retour est devancé. Tu sais, on laisse toujours tout derrière nous parce qu'on se laisse place aussi aux opportunités, puis à pouvoir changer d'idée s'il y a des opportunités qui se présentent en cours de route. Puis, vous avez parlé, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué, c'est de repartir à zéro.
sais, dans votre cas, c'est-tu un peu comme tomber en amour avec le fait de repartir à zéro? C'est comme un nouveau chapitre flambant neuf? Tu sais, Oui, c'est le fun. C'est le fun, puis surtout pour les deux, parce que, tu sais, moi, j'arrive, je vais au travail, il faut que j'apprenne des nouveaux collègues. Oui. Bon, l'informatique ici ou l'informatique au Canada, c'est similaire, mais tout ce qui est alentour, les relations humaines, puis tout ça. Puis Sonia, ben elle va s'occuper d'aller chercher des repères, tu sais, d'aller chercher notre épicerie où on va aller faire les médecins, le métro. Ouais. Puis Sonia est super bonne là-dedans. Fait que c'est le fun. Oui, en même temps, c'est le fun pour le couple parce que, tu sais, ça met du piquant dans notre couple aussi parce que c'est le fun, on recommence à zéro ces choses-là. Puis on s'entend bien, on rigole souvent ensemble, on a souvent du plaisir ensemble, fait qu'on découvre des choses. Oui, c'est vrai, c'est vraiment du renouveau à chaque fois, fait que on aime ça. Puis, tu sais, on ne s'attache pas trop aux biens matériels, là, c'est juste des biens. On aime les biens matériels comme tout le monde, mais je veux dire, on n'a pas de crainte à les vendre puis à dire, OK, on en rachètera des nouveaux là-bas. Puis... Non, c'est ça. C'est ça. Bien, la tâche, j'imagine, ça vient aussi avec le fait d'aimer voyager puis d'aimer changer. À un moment donné, si tu gardes, si tu cumules des choses à chaque fois. Oui, c'est ça. D'Ali Baba, littéralement. Mais non, c'est super intéressant. Puis j'aimerais ça tranquillement. Qu'on aille dans le vif du sujet qui sont vos expatriations. Vous en avez fait une longue qui a eu lieu, comme vous l'avez dit, là, à Bahreïn. J'espère que je le prononce bien. J'ai l'impression que je le dis. Oui, c'est ça. Oui. C'est bon. Donc, vous étiez là de 97 jusqu'à 2002, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, vous avez dû écourter, comme tu disais, à cause des tensions, etc. Mais peut-être juste nous situer, pour ceux qui nous écoutent et qui sont comme, c'est quoi ça, le Bahreïn? C'est où sur la map? En fait, le Bahreïn, c'est une petite île juste à côté de l'Arabie Saoudite. C'est un pays, c'est un petit pays, c'est un pays musulman. À l'époque, la population, là, j'aurais dû me renseigner avant, aller googler Bahreïn. Okay. Il y a quand même beaucoup d'expatriés à Bahreïn, fait qu'il y avait une grosse communauté d'expatriés à Bahreïn, donc des Européens, des Nord-Américains, tout ça. C'est ça, c'est un tout petit pays. Donc, à l'époque, en 97, c'est un pays qui commençait à boomer. C'est pas comme Dubaï, là, tu sais, mais il voulait boomer aussi. Fait que quand on est arrivé, c'était le fun parce qu'il y avait plein de choses, plein d'infrastructures qui n'étaient pas là encore. Là. Il commençait à bâtir les infrastructures. Ça a été très rapidement. Là, on a pu voir l'évolution sur une période de 5 ans. Puis, ouais, c'est ça. Hein? Y a-t-il d'autres choses que tu vois sur Bahreïn, toi? Non, ben c'est ça. C'est musulman. Fait que ça va de soi qu'on est obligé de se couvrir un peu plus quand on sort en public. Fait que je ne peux pas dire que ça a été une adaptation là, parce qu'on s'y attendait. Puis, c'est pour ça qu'on allait là aussi pour vivre autre chose que chez nous. Là. Fait que c'était correct, mais ça s'est bien fait, je dirais. Oui. C'était une belle expérience, Bahreïn, parce que c'était en famille, puis c'était, comme Luc dit, c'était encore au début, fait que c'était pas encore développé beaucoup. Fait qu'on a comme eu accès à un Bahreïn un peu plus sauvage, puis un peu plus authentique. Oui. Fait que c'était le fun pour ça. Quand on est parti, là, ça a commencé à être populaire. Ouais. Puis, dans le fond, vous étiez où? Parce que ça reste quand même, tu sais, c'est pas gros comme pays. J'imagine que tout se fait un peu en voiture. Tu sais, ça avait l'air de quoi? Vous étiez dans dans des maisons un peu plus reculées, des quartiers surveillés. Tu sais, c'était quoi un peu le style de vie là-bas? On était dans des endroits qu'ils appellent des compounds. C'est comme des regroupements de maisons. Puis souvent là-dessus, tu as des terrains de tennis, une piscine, un petit parc, tout ça. Fait que c'est comme, tu as différents types de compounds. Tu en as qui peuvent avoir 50 maisons, puis d'autres, il y en a 10. Fait que nous, c'est ça, on était dans un compound. On avait une genre de petite maison, là. C'était familial, là. Il y avait un petit parc pour les enfants, comme je disais. Puis les compounds sont dans les villages arabes ou en périphérie, mais
sont dans les villages arabes. Nous, on était en banlieue un peu de la ville en banlieue de de Manama, là, qui est la ville principale là-bas. On est en banlieue. Puis tu vois, nous, mettons, dans notre cour, il y avait des chameaux qui venaient manger les feuilles de nos arbres. Ouais. OK. Ben, non, sauvage et... non, c'était plus des chameaux... En fait, tous les chameaux à Varennes appartenaient au roi. Fait que c'est le roi, donc tous les chameaux, fait qu'ils étaient dressés quand même. Ils se promenaient un peu comme chez nous, on laisse les vaches se promener, les autres laissent les chameaux. C'est différent un peu. Ouais. Fait que, on était quand même dans une banlieue, mais dans les villages où on voyait comment ça se passait au quotidien là, dans leur Puis c'était des quartiers, quand même, j'imagine, vous disiez qu'il y avait beaucoup d'expats. Est-ce que c'était justement des quartiers où il y avait des gens d'un peu partout, des familles qui étaient venues là pour le travail? Ça avait l'air de quoi un peu la vie de quartier, cohabitation? Bien, c'est pas tant une vie de quartier, c'est plus une vie de campagne parce que on n'allait pas vraiment dans le quartier. C'est pas comme ici, mettons, là. Mm-hmm. On restait dans notre campagne où on sortait pour faire une activité ou aller au restaurant ou l'épicerie, des choses comme ça. En ville, là, les souks dans la ville, là, on pouvait aller visiter. Mais dans le compound, oui, il y avait différentes nationalités. Des Indiens. On a eu à l'époque aussi, il y a d'autres familles québécoises qui sont venues. Il y en a. Moi, j'étais comme le deuxième, je pense, qui arrivait. Après ça, il y a eu d'autres Québécois. Fait qu'on s'est fait amis avec eux. On est encore amis avec eux en passant. Mais il y en a qui vivent en Suisse, il y en a qui sont retournés au Québec, il y en a qui sont un peu partout. Ouais. Puis, oui, c'est ça, tu sais, mais c'était une petite île, juste pour te dire, l'île. Il y avait des endroits qu'on ne pouvait pas aller à cause des militaires, là. Il y a une grosse base navale américaine aussi qui est là-bas. Mais faire le tour de l'île, je faisais le tour de l'île à peu près tous les soirs pour endormir ma plus jeune qui est née là-bas. Fait que le soir, elle ne voulait pas dormir, je la mettais dans l'auto, puis je faisais le tour de l'île, puis je revenais, tu sais. Ouais. Après ça, elle dormait. Fait que c'était pas gros. Excuse-moi, Luc, je t'ai coupé. Il n'y a pas de problème. Mais tu parles justement d'endormir endormir votre fille. Ça s'est passé comment pour eux, l'intégration, l'école, nouvelle langue, nouveaux camarades? Ouais. C'était comment? Vas-y, au début, c'était plus difficile. Au début, c'était difficile parce qu'ils ne comprenaient pas la langue. Ça parlait anglais, puis surtout anglais, je dirais. Puis, il ne comprenait rien, tu sais. Fait que surtout mon garçon, qui était le plus vieux, il avait pas tout à fait 5 ans à l'époque, mais c'était difficile. On allait le porter dans un petit genre de garderie ou prématernelle. Puis, il aimait tellement pas ça. Il pleurait quand il revenait le soir. Puis, il disait « J'haïs ça ici, j'haïs ma chambre, j'haïs mes amis, j'haïs mon école. » Il aimait pas ça. Fait que, disons que ça a pris du temps avant de les intégrer. Mais puis, j'ai beaucoup facilité l'intégration en invitant les amis à la maison. Okay. Une fois que ça s'est fait, que là, ils se sont sentis avoir une vie à eux là-bas. Là, ça l'a aidé, puis là, c'est parti. Puis à la fin, ils adoraient ça. Là, je pense que c'est une expérience qui va les avoir marqués de façon positive pour la vie. Là. Et eux autres aussi, ils se sont fait des amis qui ont encore des contacts avec eux. Fait que, tu sais, c'est le fun, ça ouvre les horizons, puis... Tellement. Puis c'était quoi? C'était une école... J'ai écouté quelques documentaires, puis ça disait qu'il y a des écoles françaises, mais qui peuvent apprendre l'arabe, des écoles anglaises. C'était quel genre? En fait, nous, quand on est arrivé, on voulait au début les envoyer dans une école française, mais il n'y avait pas de place. C'était contingenté, il n'y avait pas de place. Fait qu'on a décidé de les envoyer dans une école. C'était une école british qui était là-bas. C'était une école privée. Les premières années, ils apprenaient l'anglais. L'arabe est venu un petit peu plus tard. En fait, il y a plusieurs parents comme nous qui se plaignaient pourquoi ils ne montraient pas l'arabe à l'école. Tu sais, on est d'un pays arabe. Montrer l'arabe. Fait qu'ils ont commencé, ils ont appris un peu l'arabe. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne doivent plus s'en rappeler bien. Mais c'était plus la dernière année. La dernière année, je pense, c'est ça. Ouais, tu as raison. Fait que, tu sais, ils l'ont moins, ils l'ont pas retenu. Mais c'est ça, c'était un peu des écoles comme ça. Fait que, tu sais, c'était le modèle british assez
strict, sérieux. Les Français ont tendance à être plus culturels dans leur approche éducative. Les British, c'est plus les mathématiques, structurées, tout ça. Cartésien. Oui, c'est ça. Oui. Puis côté travail, parce que bon, juste pour... Je sais que tu travaillais dans le fond dans un bureau, c'est ça, Luc? Tu étais dans une firme. Comment ça s'est passé au niveau travail, les relations de travail là-bas? Les relations de travail, c'était bien. Il y avait différentes cultures. Fait que c'est sûr qu'au début, tu essaies un peu de voir comment eux travaillent, comment de t'arrimer, comment tu travailles, comment on travaille ensemble. Je pense que les Québécois, les Canadiens, on était assez compétents, honnêtement. On faisait du bon travail. Moi, j'étais là à l'époque pour le fameux bug de l'an 2000. Là. Oui. Il fallait faire des corrections informatiques, corriger les systèmes, tout ça. Fait que on a tout de suite bien travaillé ensemble parce que on avait tous un objectif commun. C'était le bug de l'an 2000, puis il manquait de temps. Donc, là-bas, c'était un British qui dirigeait l'équipe, mais il y avait des Canadiens, des Américains, des Indiens, des Pakistanais, tout ça. Fait que on travaillait dans un plus petit compound, si tu veux. On ne travaillait pas au main office, on était plus dans un compound là-bas. Fait que ça a créé une atmosphère un peu de famille, puis tout ça. Fait qu'on s'entendait bien. Fait que ça s'est bien passé, tu sais. Puis moi, ma crainte, c'était de savoir à quel niveau je suis au niveau informatique. Puis c'était quand même les mêmes choses qu'au Québec, tu sais. Je me rappelle, j'avais eu beaucoup de crainte en revenant au Canada en me disant « Hey, je vais être complètement déphasé avec la technologie. » Puis finalement, j'étais dans certains secteurs plus avancés qu'on était au Canada parce que c'était plus petit puis ça bougeait plus vite. Y avait-il une différence au niveau des rythmes de travail? Parce que je sais, par exemple, Dubaï, c'est work. Puis si on prend... Il n'y a pas vraiment, de pause en tant que tel. Est-ce que c'est un peu ça, le mindset de travail là-bas? Non, je te disais que le rythme était assez bien. Je commençais à 7 heures le matin. On commençait de bonne heure, mais on finissait tôt l'après-midi à 3 heures, 3h30. Donc, à 4 heures, j'arrivais à la maison. Je pouvais aller me baigner au compound avec les enfants. Non, ça pour le rythme, c'était bien. Peut-être à la différence de Dubaï, parce que je suis allé faire quelques formations à Dubaï, les Arabes sont beaucoup plus intégrés dans le... Tu sais, à Dubaï, il y a des secteurs où c'est complètement des Indiens, des Pakistanais ou des Occidentaux qui exécutent le travail. Là-bas, il y avait une grosse intégration des Arabes. Fait on travaillait quand même à un rythme qui était... tu sais, on travaillait pas un rythme super lent, mais on travaillait un bon rythme, je dirais. OK, je comprends. Non, ça, c'était bien. Puis, c'était parfait pour la vie de famille parce que, tu sais, il arrivait tôt, fait que c'était comme si on avait une deuxième journée qui commençait quand il arrivait, fait qu'on pouvait en profiter beaucoup avec les enfants. Puis c'est une des raisons pour qu'on était partis là-bas, qu'on avait sauté sur l'opportunité. Ça nous permettait de faire vraiment une vie de famille. Non, mais c'est bon à savoir parce que tu vois, moi, avec mon préconçu, en me disant, OK, tu sais, c'est pays du Golfe, est-ce que c'est un peu le même mindset que Dubaï? Mais finalement, d'avoir votre pouls là-dessus, c'est intéressant. Puis, c'est quand même réputé aussi pour des zones désertiques, des zones naturelles vraiment magnifiques. Je ne sais pas si dans vos sorties en famille, vous êtes allé explorer un petit peu autour. Bahreïn, c'était plus des déserts rocailleux. On n'avait pas les belles dunes les Émirats ou c'est ça, là. Mais c'était quand même beau. Mais on est allé souvent dans le désert faire des pique-niques avec les enfants. Puis on amenait les cerfs-volants, puis tout ça. Fait que, ouais, on a profité pour s'imprégner de ça parce qu'on n'a pas ça chez nous. Fait que on le fait souvent. Puis vu que c'est une île, c'est entouré d'eau. Fait que il y avait des plages où on avait accès, qu'on pouvait aller passer du temps avec les enfants aussi. Fait c'était pas mal nos activités à Bahreïn, mais aussi on a visité beaucoup là, les souks, tout ça. On en profitait pour... moi, je dirais, c'est sûr, c'était la Grande Mosque, là. C'est assez impressionnant, puis tu rentres là, puis c'est comme super paisible, puis c'est beau au niveau architecture, tout ça, là. Fait que... mes coups de cœur, ça tourne souvent autour des temples, des mosques,
On dirait que c'est qu'on a dit que j'étais servie, là. Des Bouddhas, tu sais, quand elle voit un Bouddha, elle devient folle. Oh, un Bouddha! Ça porte ça. Mais c'est tellement impressionnant comme structure que ça m'émerveille souvent. Fait que je dirais que c'est ça. Puis, on a visité un petit peu les pays alentours où, là, on a vu plus les montagnes, les déserts, tout ça. Fait qu'on y a goûté au vrai désert, mais plus à l'extérieur de Bahreïn. Ça a été quoi les pays alentours que vous avez fait, que vous avez aimé? Ben, moi, je dirais mon coup de cœur, c'était Oman, parce que à l'époque, c'était pas développé encore. Puis, c'est une ville où il y a la mer, les montagnes. C'est vraiment beau, c'est authentique. Encore plus que Bahreïn. C'est vraiment mon coup de cœur. Il y a la mer. Ouais, je dirais Oman. Moi, c'est la Grèce. Ouais, j'ai beaucoup aimé la Grèce. Geneviève est née, elle avait 3 mois, je pense, qu'on est parti en Grèce. Puis, je sais, on s'était loué un petit compound là, où on était en famille. J'ai vraiment adoré ça. Je trouve que le pays est beau, la mer, la bouffe était bonne. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Mais la Grèce, c'est pas un pays arabe, mais c'est comme à 2 heures de où on était. Fait que c'était comme accessible rapidement, là. Est-ce que c'était abordable? Est-ce que vous pouviez voyager facilement et quand même affordability-wise? Les voyages, c'était quand même abordable, mais tu sais, comme on disait un peu, nous, c'est sûr qu'on investit, une partie de notre argent est pour ça, tu sais, fait que ça ne nous dérange pas des fois de payer un peu plus cher, mais c'était quand même abordable. Sur l'île comme telle, là, ça, c'était plus cher parce qu'il y a beaucoup d'importation de la bouffe, tout ça, qui est importé. Fait que ça, c'était plus cher, tu sais. Des fois, on rigolait parce qu'on comparait les prix avec le Québec, là. Une grappe de raisin pouvait nous coûter comme 10 piastres. Fait qu'on en mangeait moins souvent. On mangeait plus les fruits locaux, les choses locales pour ça. Fait que, mais voyager, on essaye aussi de trouver des rabais. Tu sais, des fois, Sonia surveille souvent ça, tu sais, puis là, elle dit « Hey, c'est pas cher pour aller là, on peut faire ça. » Fait que c'est ça qu'on faisait. OK, excellent. Puis j'imagine aussi avec, tu sais, on parlait des souks puis des marchés, j'imagine que des fois, tu sais, des trucs un peu plus locaux, tu sais, des produits plus des pays avoisinants, ça faisait en sorte que vous pouviez manger pour pas trop cher, là. Oui, tu sais, à un moment donné, moi, un coup de cœur que j'ai eu à un moment donné, il y avait un Arabe avec qui je travaillais, que je connais, qu'on est amis Facebook encore aujourd'hui. Puis je lui avais demandé, j'ai dit, je veux découvrir la ville, les restaurants. Fait que j'ai dit une journée, une semaine, je travaillais en ville. Et on avait un autre centre de données en ville. Puis j'ai dit, à chaque jour, tu vas m'emmener dans un restaurant, tu sais, wild là, de Bahreïn que je connais pas. Puis il m'avait emmené dans des restaurants chaque journée. C'était vraiment trippant, là. Je me suis retrouvé assis sur des tapis persans avec un Arabe qui venait du Koweït, un autre de l'Arabie Saoudite, de Oman. J'ai rencontré plein de monde, des Indiens, des Pakistanais, à manger ensemble autour d'un poulet qui avait été préparé. Tout ça, c'était vraiment wow. Là, authentique. Oui, ouais. Vraiment authentique avec le mélange des cultures et tout ça. Puis, j'aimerais ça, avant d'aller tranquillement vers la Thaïlande, vers Bangkok, que vous parliez un petit peu de votre séjour qui s'est écourté, des tensions qui ont commencé à monter plus à la fin de votre séjour, dû aux attentats du 11 septembre. Comment est-ce que ça a changé votre séjour là-bas? Bien, c'est sûr, quand il y a eu les attaques, là, il y avait déjà des petites tensions qui s'étaient installées là, avant. Tu sais, comme je vais te donner des exemples concrets. On allait au centre d'achat, il y avait des agents qui regardaient en dessous de nos véhicules avec des miroirs à tige là, pour voir s'il n'y avait pas des bombes. Puis, fait que, tu sais, il y avait comme toujours une petite tension qui régnait. Mais quand il y a eu le 9/11, là, ça a donné comme le gros coup parce qu'il s'est mis à avoir beaucoup de manifestations anti-américaines, tout ça. Fait que là, on était des cibles, là, on a de l'air des Américains, fait que il fallait vraiment faire attention où on allait, limiter nos sorties. Moi, je me suis ramassée à un moment donné à aller chercher mes enfants à l'école, puis c'était comme dans un secteur universitaire. Puis, je me suis fait suivre par une gang de jeunes étudiants qui essayaient de me donner des coups de pompe à vélo sur mon auto pendant que j'avais des petits en arrière. Fait que il y a eu comme beaucoup de moments de tension.
c'était un peu running gag parce qu'à chaque fois que la mère à Luc l'appelait, il disait « Ah, Sonia est cachée en dessous du lit avec ses petits et ses balais. » Oh là là! Mais j'ai pas aimé ça. Je dirais que les derniers temps, j'avais hâte de revenir, puis je me sentais plus en sécurité, puis on n'avait plus la même liberté qu'on avait eu les 4 premières années, mettons. Puis, on a fait attention quand même. Moi, de mon côté, ouais, ben c'est ça aussi. Au bureau, c'était quand même correct, mais tu sais, je te racontais la dernière fois où j'étais arrivé au bureau, puis il y avait, pas loin du bureau, il y avait une université, il y avait une manifestation universitaire, il y avait, je sais pas, 300-400 personnes peut-être. Puis ils sont tournés de bord, puis ils ont vu que j'étais blanc, puis ils ont dit « Un blanc! » Puis là, ils sont partis à courir, tu sais. J'ai entendu de loin « White guy », puis là, j'ai compris « OK, c'est moi la cible ». Fait entre le stationnement où je stationnais ou le building où on travaillait, ben je me suis mis à courir. Puis là, il y avait le gardien de sécurité. Il m'a dit, gars, va-t'en dedans, je vais m'occuper de ça. Fait que ça a assez bien terminé, il n'y a pas eu de ça. Mais tu sais, je me sentais pas gros. Tu sais, tu n'es pas habitué de ça au Québec. Là. C'est ce sens de sécurité-là qu'on a au Québec, au Canada. Je pense que quand tu voyages, tu le réalises. Là. Souvent, les gens disent, ah, on est bien quand on vient au Québec. Fait que ça devenait un petit peu plus... on avait des craintes, puis avec les enfants, on ne voulait pas prendre de chance, en fait. C'est pour ça qu'on a commencé à dire... Là, vous avez vraiment le feeling d'être étranger. Oui, c'est ça, exactement. On parlait de feeling de se sentir étranger, là. Mais en tout cas, c'est des choses du passé, du moins. Il y a encore il y a constamment des tensions qui émergent, pas nécessairement là, mais partout dans le monde. Ça fait partie de la game, comme on dit. On ne sait jamais quand il peut y avoir quelque chose qui arrive et qu'on se sente finalement il faut retourner. Mais en tout cas, contente de savoir que ça l'a bien fini, ce chapitre-là. Oui. Ouais. Puis, écoutez, j'aimerais ça. Je sais que vous êtes retourné par la suite au Québec pour par la suite repartir. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que là, c'était l'Asie qui s'ouvrait à vous? Puis, vous êtes parti aussi avec une de vos filles, je pense, qui est allée vivre l'expérience avec vous. Peut-être nous dire comment ça a commencé cette belle autre expérience-là pour vous? En fait, en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée au travail de Luc. Puis, on l'a évalué, tout ça. Mais avant de commencer ça, quand on est revenu de Bahreïn, on s'est réinstallé en fonction qu'on repartait. Parce qu'on était revenu à cause de l'insécurité là-bas, puis des tensions, les manifestations. Mais quand on s'est réinstallé, on s'est dit, d'ici 2 ans, on repart. Fait que, on avait tout fait nos choix en conséquence, la voiture, la maison, on avait été minimum, on avait choisi un quartier où c'était facile de revendre. Tout ça, mais finalement, au fil du temps, là, les enfants se sont réintégrés parce qu'il a fallu qu'ils refassent une immersion, qu'ils réapprennent le français, tout ça, parce que là, ils étaient devenus plus anglophones. Fait que là, ils se sont réintégrés, puis là, on voulait comme plus les sortir de ça parce que c'est quand même challengeant pour des enfants. C'est notre choix de s'expatrier, mais eux sont pris un peu là-dedans. Fait qu'on ne voulait pas leur imposer encore un choix qui était le nôtre. Fait qu'on s'est dit, on va leur laisser vivre leur jeunesse comme il faut. Puis à un moment donné, l'occasion se présentera à nouveau. Puis là, il y a eu l'occasion au travail à Luc. Fait que là, c'est sûr que c'était oui tout de suite. Quand Luc a amené ça comme idée, on voulait repartir. Puis Geneviève, qui avait fait l'expatriation à Bahreïn, est née là-bas à Bahreïn. Oui, c'était une réponse. Oui, elle ne se souvenait plus. Oui, elle ne se souvenait plus vraiment de c'était quoi être expatriée. Fait que quand il y a eu cette occasion-là, elle est encore jeune, elle avait 17 ans à ce moment-là. Fait qu'elle a dit, moi, si je veux, c'est sûr qu'on l'incluait, là, mais elle était d'accord à vouloir venir, puis à tout laisser sa vie derrière aussi, parce que pour elle aussi, c'était challengeant. Fait qu'on est venu ici à 3. Okay. Puis finalement, elle est repartie l'année passée au Québec parce qu'elle voulait aller finir ses études là-bas, puis... L'université approchait, fait que les universités, c'est différent un peu ici du Canada, fait qu'elle a décidé de retourner. OK, mais quand même, somme toute, elle a vécu quoi, 1 an et... Avec 1 an et demi, quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans, ouais. OK. Mais elle aussi, il a fallu qu'elle s'intègre. Au début, on hésitait entre qu'elle fasse l'école à distance, tu sais, cégep à distance ou qu'elle aille à une école française.
Finalement, a décidé d'aller à l'école française. Au début, c'était plus difficile. Fait que finalement, il est retourné au cégep à distance après, mais ça lui a permis de se faire des amis à l'école française là-bas. Oui. Et ici, je veux dire. L'école est là-bas, mais c'est ici. Là-bas. C'est plus loin que dans votre appartement. Ouais, c'est ça. Puis elle s'est fait des amis comme ça, fait que tout le long qu'elle était ici, au moins elle avait des amis, fait que ça avait atteint le but. Puis, fait que... Oui. Puis là, vous vous situez où exactement? Vous êtes dans quel coin de Bangkok? Parce que c'est énorme. En fait, on est dans le quartier financier de Bangkok. On est sur la rue Sathorn. Sathorn, c'est la rue où il y a le plus de trafic, je pense, dans le pays au complet. Non, je pense que c'est vrai, c'est un fait. Il y a des quartiers touristiques à côté. On a choisi de ne pas aller dans ces quartiers-là. Bien, premièrement, parce que, encore une fois, dans nos repères, on voulait un endroit qui était proche de mon travail. Mm-hmm. On voulait être proche des choses. Puis, on voulait un peu moins d'action aussi parce que Sukhumvit, il y a des quartiers touristiques où il y a beaucoup d'action. Quand il y a des touristes, il y a beaucoup de touristes. Oui. Puis, le samedi, dimanche, ici, c'est plus tranquille. Le quartier financier se vide. Puis, il y a une petite rue en arrière où je vais faire mon épicerie. Là, j'adore. J'ai l'impression d'être complètement ailleurs quand le samedi ou le dimanche. Fait que c'est ça. On est vraiment dans le quartier financier. C'est un quartier qui est bien vu pour les tailles parce que les grosses banques sont ici. Les grosses entreprises financières sont ici. Fait que tout ça. Okay. Excellent. Puis, y a-tu des choses au niveau, parlons un peu plus de votre quotidien, du mode de vie. On parlait un petit peu, vous prenez beaucoup le taxi, vous avez découvert l'espèce d'application Uber qui est plus facile parce que la communication, des fois, c'est pas évident. Oui. Non, c'est ça. Mais c'est ça, quand on se déplace, bien, c'est le trafic aussi, c'est pas juste la communication. Fait que quand on se déplace, ça dépend où on va. C'est souvent en BTS, qui est les SkyTrain, les trains qui passent au-dessus. Là. C'est comme une espèce de wagon de métro, mais ça passe au-dessus de la ville. Puis les métros, il y a aussi un système de métro qui est super bien, c'est climatisé. Puis ici, il fait toujours chaud. Fait que quand tu rentres dans le métro ou dans le SkyTrain, là, c'est comme le paradis. T'as l'air climatisé, full pin, ça fait du bien. Il est tellement chaud le métro à Montréal, je l'échangerais. Oui, c'est ça. On marche beaucoup, puis on prend beaucoup de taxis. On n'a pas d'auto, fait que parce que c'est fou, là, le trafic, puis la conduite automobile, c'est super dangereux. On voulait pas avoir d'auto dès le départ là, pour ça. Mm-hmm. Puis, taxi, ça va super bien. Puis quand, mettons qu'on s'en va en région, mettons qu'on fait des tours qui sont à proximité de Bangkok, mais qui nécessitent véhicule, soit qu'on y va en taxi ou on prend des espèces de driver, là, des chauffeurs là, qui offrent le service. Là. Ou des amis. Des fois, on y va avec des amis. Fait qu'on se débrouille bien pour l'instant. Le taux du Québec nous manque pour la facilité d'aller vite à des places, mais il nous manque pas tant que ça ici dans notre quotidien parce qu'on se débrouille bien sans. Oui. Ouais, on prend le Grab, c'est le Uber, parce que les taxis ici, c'est un peu difficile. Ils ne parlent pas beaucoup anglais. Fait que si tu ouvres le taxi et tu n'es pas capable de dire quelques mots en taille, puis il ne comprend pas où tu t'en vas, il dit non, bien, laisse faire, je te prends pas, j'ai 12 millions de personnes dans cette ville-là, m'a trouvé quelqu'un d'autre. Fait qu'au début, puis mettre le meter, c'est compliqué, tu sais. Fait que des fois, ils vont te proposer un prix, tu sais, pour aller là, 200 bahts. Mais tu sais, au début, tu ne sais pas vraiment si c'est un bon prix, si c'est un mauvais prix. Fait que tu te fais avoir une couple de fois, puis tu finis par comprendre que c'est pas des bons prix la plupart du temps. Fait que là, Sonia est bonne à négocier ça. Fait qu'on devient meilleur à négocier ça. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on se débrouille un petit peu en taille quand même, tu sais, comme avec les taxis, les restos, tout ça. Fait que maintenant, on est capable de leur demander en taille, ou de leur dire en taille où on va, puis de leur demander c'est combien, tout ça. Puis quand ils voient qu'on parle taille, on dirait que ça brise comme ça brise comme une frontière. Puis là, ils sont moins enclins à nous faire des prix qui n'ont pas d'allure parce qu'ils savent qu'on vit ici puis qu'on ne se fera pas avoir. On le sait que ça coûte 30 bahts aller à telle place, fait que charge-nous pas 300, là. On le sait. Fait que, puis il y a les tuk-tuk. Il faut que je dise, je parle des tuk-tuk.
J'aime tellement ça. Problème. Moi, je tripe, là. J'aime tellement ça. Ça va vite, c'est facile, tu as du vent. C'est mon transport préféré. Il y a aussi les taxi-boats, parce qu'ici, il y a une grande rivière, puis il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui se passent le long de la rivière. OK. Fait que, il y a un système de taxi-bateau. Ça coûte rien, là. 15 bahts, c'est 60 cents. Fait que ça coûte 60 cents, puis tu vas où tu veux le long de la rivière. C'est assez facile. Si t'as pas peur, ben tu peux prendre les motobikes. Ouais, mais ça, non. Attache ta ceinture, ça roule. Ouais, hein, c'est un petit peu plus cow-boy. Ouais, mais ça va beaucoup plus vite. Quand tu as besoin d'aller vite, de temps en temps, j'en prends des motobikes de temps en temps, pas souvent, là, mais j'aime mieux la motobike que le tuk-tuk. Je trouve le tuk-tuk, c'est un moyen de transport à pollution. Tu es assis dans le trafic, puis tu reçois tous les exhausts Mais Sonia aime ça, je la laisse faire. Puis un autre point qui est vraiment typique de la culture là-bas, je pense que tout tourne autour de la nourriture, comme vous sembliez me dire, qu'on ne demande pas comment ça va, on demande comment est-ce que tu as mangé? Parlez-moi un petit peu de ça, même dans votre appartement, c'est pas nécessairement aménagé pour amener les gens à cuisiner au maximum. Fait que je pense que votre routine a un petit peu changé, là. Vous êtes moins porté à cuisiner qu'avant. Ouais, ça, c'est épouvantable, honnêtement, parce que moi, tu sais, je suis une maman de 3 enfants, là, fait que toute ma vie, j'ai cuisiné, puis fait des repas pour plusieurs. Puis là, je me ramasse ici que je cuisine plus du tout. Tellement, je suis gênée, un peu de ça. Mais tout est accessible, tu sais, les restos, c'est facile, la bouffe de rue, c'est facile. Puis les cuisines, comme tu disais, c'est que les cuisines sont très petites, tu sais, il y a une petite plaque, comme notre plaque est minuscule, là, tu sais, je peux cuisiner pareil, là, mais c'est pas grand comme chez nous au Québec. Il y a puis des petits lavabos. Puis souvent, dans les apparts, il n'y a même pas de four, tu sais. C'est comme, tu sais, les genres de plaques de camping là, électriques là, que tu peux acheter, là. Ben c'est ça, souvent, qui ont un petit rond sur une plaque, puis ils n'ont pas de four, rien, tellement qu'ils ne cuisinent pas. Ils ont des micro-ondes parce qu'ils achètent beaucoup de bouffe au 7-Eleven, qui est le genre de dépanneur. Ils mettent ça dans les micro-ondes. Il y a un monsieur, un taxi driver, à un moment donné, qui nous disait qu'il appelle les nouveaux tailles la génération micro-ondes parce qu'ils vont tous se chercher de la bouffe au 7-Eleven puis ils mettent ça dans le micro-ondes. C'est rapide! Mais ce qui est vraiment, ce qui démarque là, la Thaïlande, je trouve, à mon avis, c'est vraiment ça, la culture de la bouffe. Il y en a partout dans les rues. Eux autres sont toujours en train de manger, grignoter quelque chose. Les tables, c'est toujours super convivial. Ils se commandent plein de plats et ils partagent. Nous, quand on va au restaurant, on commande chacun notre plat, puis on mange chacun dans nos assiettes, mais eux, c'est pas comme ça. C'est toujours le partage. C'est un moment social. J'ai amené mes lunchs, moi, au boulot, puis des fois, la semaine passée, j'ai amené des lunchs qu'on se fait faire, puis ils viennent me voir, puis ils disent « Je peux-tu goûter? » Tu sais, au Québec, on n'est pas habitué à ça, tu sais, je mange mon lunch, laisse-moi tranquille. Mais eux autres, c'est « Je peux-tu y goûter, voir qu'est-ce que ça goûte? » Puis là, t'en as un qui goûte, puis là, l'autre vient, puis il goûte, puis tu sais. J'adore. Puis tu semblais dire aussi, Luc, que, tu sais, mais t'as quand même à ton bureau, tu sais, la moyenne d'âge, je travaille avec beaucoup de jeunes tailles, puis c'est commun pour eux de rester au boulot, manger au boulot, parce que bon, ils veulent rester avec leurs collègues, ils passent un bon moment. Ils veulent pas aller, c'est ça, ils vivent beaucoup encore dans leur famille, fait que le soir, ils préfèrent rester au boulot avec les amis, jouer sur l'Internet, des choses comme ça, puis manger, fait qu'ils se commandent la bouffe, puis ils mangent ensemble au bureau, tu sais, fait que c'est commun là, qu'à 8-9 heures le soir, il y a encore du monde qui sont au bureau puis ils mangent ensemble. Ils ne veulent pas retourner dans leur famille. Ils veulent rester avec les amis. Puis ils leur disent si je retourne dans ma famille, ma mère va me faire manger jusqu'à minuit le soir. Fait que, mais ils sont drôles. Ils arrivent le matin avec tous leurs petits sacs. Là, ils ont comme leur bouffe pour leur journée. Là. Tu regardes sur leur bureau. Fait qu'ils grignotent tout le temps, ils mangent tout le temps. Ils ne mangent pas nécessairement beaucoup comme nous autres. On s'arrête, on mange un repas, mais ils grignotent tout le temps quelque chose. Je trouve ça fascinant, c'est intéressant, oui. Ce qui est beau aussi, c'est que dans les rues, il y a souvent des endroits où ils mettent plein de tables, puis tout le monde s'assoit
avec n'importe qui. Tu peux t'asseoir avec quelqu'un que tu connais pas à côté, puis tu manges ton repas, puis après ça, tu te lèves, tu pars. Fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, chez nous, on est plus individualiste. On va choisir une petite table toute seule, puis on va faire nos petites affaires. Mais là-bas, non, tout le monde s'assoit, puis mange un à côté de l'autre. Puis ces endroits-là, souvent, comme ici, dans notre rue, c'est le même que ça se passe. C'est que le jour, en semaine, ils mettent toutes les tables, les chaises, tout ça pour accueillir les gens. Puis là, après le dîner, vers 2-3 heures, ils enlèvent tout ça, puis ça devient un garage. Fait que là, tu passes le soir à 5 heures, c'est rien que des chars. Il n'y a plus de table, il n'y a plus de chaises. Puis la fin de semaine, la même chose, c'est des autos qui sont stationnés là. Mais, tu sais, ils s'improvisent. Ils s'improvisent beaucoup de spots pour partager la nourriture, puis manger, puis tout ça. Ouais. Puis, leur déjeuner n'est pas comme chez nous, là. Ils mangent de la viande, du riz, tout ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que tu t'habitues. Tu sais, le matin, moi, j'aime ça aller jogger dans le parc ici, pas loin. Puis quand je sors le matin, je suis pas capable de jogger sur un estomac plein, j'ai l'estomac vide. Mais là, je passe à côté des cartes de food. Là, ça sent le porc, la fish sauce, le ci, le ça. C'est comme, oh my God. Au début, j'arrivais, j'étais quasiment malade au parc. Là, maintenant, je suis habitué. Tu sais, là, j'ai appris. Tu es végétarien? Ouais, c'est ça. En plus, je mange pas de viande. Fait que là, c'est comme, oh my God. Est-ce que vous avez changé un peu vos habitudes? Le matin, êtes-vous rendu à pas juste manger des toasts et des céréales, mettons? Non. Non, on mange encore des toasts au beurre de pinot. J'adore! Hey, mais Sonia, Luc, je me demandais, OK, on s'en est pas parlé la dernière fois, mais au niveau de trouver un appart, tu sais, les factures, tout ça, c'est pas mal du décalque de ce qu'on vit au Québec. Ça a-tu été compliqué côté appartement, le dépôt, le ci, le ça? Oui. Bien, notre expérience à Bangkok est différente de notre expérience à Bahreïn, là. Fait que, mais je vais parler, mettons, pour Bangkok, on a eu une compagnie qui nous a assisté un peu là-dedans. Fait que on a dit qu'est-ce qu'on voulait, nos critères, tout ça. Puis là, ils nous ont fait visiter des apparts en conséquence. Puis le coût de la vie est super cher ici. Fait que pour des expats, là, je parle pas pour les touristes ou pour des locaux, là, c'est pas les mêmes prix. Fait que c'est sûr que notre appart coûte cher pour ce qu'on a parce qu'on a un petit 4,5 bien ordinaire. Notre building, comme tel, il est beau, là. Notre piscine est écœurante, tout ça. Le terrain de tennis, il y a 3 gyms dans l'édifice. C'est un édifice de 69 étages quand même. Fait que c'est une grosse tour à condo. Mais, fait que c'est ça, on a comme été assisté un peu par une compagnie qui nous a aidé à trouver un appart dans le secteur qu'on voulait. Puis, côté bancaire... non, c'est assez facile, honnêtement, payer les factures. En fait, en Asie, les gens, tu sais, la classe moyenne n'est pas comme, mettons, au Québec. Fait qu'il y a beaucoup de gens pauvres, il y a beaucoup de gens qui ont moins d'argent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de PC à la maison. T'sais, ils utilisent le cellulaire, le mobile. Il y a plusieurs compagnies qui ne font même pas de website. Ils font tout de suite une application mobile parce que les gens travaillent sur le mobile. Fait que tu as beaucoup d'applications mobiles que tu peux utiliser. Tu sais, payer mon électricité, je reçois la facture, je scanne avec un barcode, ma facture apparaît. Je paye dans mon compte de banque, c'est fait. L'Internet, c'est la même affaire. Fait qu'il y a beaucoup de... Tu peux aller dans un petit stall pour aller manger. Il y a un QR code. Tu fais scanner le QR code, puis tu peux payer sans donner de sous. Malgré qu'il y a beaucoup de cash encore, il y a beaucoup d'argent, il faut toujours payer de l'argent. Ça, c'est une autre affaire qu'on a appris. Tu sais, chez nous, au Québec, tu te promènes avec ton sel ou ta carte, puis c'est fini. Ici, il y a beaucoup de cash encore. Là, avec le COVID, ça change. Là, les gens tendent à avoir moins d'échanges d'argent. Mais c'est assez facile, je dirais, au niveau des paiements des factures. Même il y a des choses que je trouve que c'est plus facile qu'au Québec. Là, tu sais. OK. Parce que c'est ça, il y a Oui, c'est ça. Mais tu sais, il reste encore des choses où nous, on est chanceux parce qu'on a de l'aide un peu des choses externes. Là, mais tu sais, aller renouveler tes visas, ben là, ça, c'est plus compliqué. Il faut que tu fasses la file. J'ai passé mon permis de conduire aussi ici. Je suis allé le repasser récemment parce que tu as un permis temporaire 2 ans, puis après, tu en as un pour 5 ans. Mais tu sais, ça m'a pris une demi-journée. Fait que, tu sais, il y a des choses administratives. Payer mes impôts en Thaïlande, c'est long, là, ça prend plusieurs.
Oui, Tes c'est ça. impôts thaïlandaises? Oui. Oui, OK. oui, c'est ça. OK. En fait, je ne fais pas d'impôts. Ben, je fais un peu d'impôts au Canada, mais la plupart me revient. Mais Mhm. je fais l'impôt en Thaïlande. Fait que je OK. fais mon Oui, rapport oui. d'impôt en Thaïlande parce OK. que je suis résident thaïlandais. Fait que ça, ces choses-là, c'est plus compliqué. Fait que souvent, tu es mieux d'aller te chercher de l'aide d'un Thaï parce que les gens au comptoir, ils parlent zéro anglais. Tu sais. Mhm. Fait Mhm. que ça c'est plus difficile, mais pour ce qui est des autres choses, ça se Ça passe se passe bien. bien. Je te dirais, c'est plus cher, les loyers, tout ça. Ça peut être le double à Montréal. Là. Tu sais, un 4,5, mettons, ici, comparé à Montréal, c'est probablement le double. C'est quelque chose qui, moi, il m'a surpris beaucoup parce qu'au début, je pensais que la Thaïlande, c'était moins C'était cher pas que chez nous, cher, mais c'est ça. c'est vraiment une fausse perception. En moins, tu sais, tu peux bouffer dans la rue tout le temps, ça va te coûter moins cher, mais après un certain temps, tu veux un peu rechercher ce que tu as aussi chez toi. Fait que là, ça devient plus cher. 100%. Puis, je sais aussi, on passe à un autre sujet que vous avez célébré, ben la fête à... ben Sonia, on a célébré ton 50e anniversaire. Vous êtes payé un beau voyage. Vous êtes allé dans un lieu qui est, comment dire, de plus en plus connu, mais qui, c'est ça, de plus en plus connu, mais qu'autant vous êtes allé, vous êtes senti, il n'y avait pas beaucoup de touristes. C'était, je pense, début février, c'est ça, juste avant la COVID. Parlez-nous un peu, ça a été un coup de cœur, dis-moi pour toi, Sonia, je pense, ben pour les deux. Oui, en fait, ben c'est ça, l'idée initiale, c'était pour ma fête, je recevais, mes enfants m'avaient offert, puis Luc, là, mes enfants, la montgolfière, mais Luc, le voyage. Un envolé de montgolfière au lever du soleil au-dessus des temples de Bagan. Fait que ça, l'idée partait de là. Moi, si j'ai tant voulu faire ça, je l'avais vu à un moment donné dans un reportage, puis je m'étais dit, un jour, je vais aller là, c'est malade, tout ça. Fait que l'idée est partie de ça. Mais là, à googler un peu sur le pays, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres places de belles à visiter au Myanmar. Fait que là, on a comme extensionné un peu l'itinéraire, puis on a ajouté des villes alentour de tout ça. Fait que finalement, on était pas mal plus longtemps qu'on avait prévu initialement. Puis c'était vraiment une belle découverte. C'est beau, là, les gens sont tellement fins. Puis d'une ville à l'autre, c'est différent. Fait que tu es toujours comme en émerveillement. Ouais. Fait que, ouais, c'était vraiment un gros coup de cœur de l'Asie parce que c'était une place où j'avais pas d'attente, vraiment à part des temples, là. Mais j'avais pas beaucoup d'attente sur la plage. Je m'attendais à ce que ce soit un peu comme Thaïlande, tout ça. Mais non, c'était vraiment un super voyage qu'on a aimé. On a fait notre première ride de motobike. De scooter électrique. Ouais, c'est un scooter électrique parce qu'au Myanmar, les étrangers, tu n'as pas le droit de conduire des véhicules à moteur. Donc, tu sais, fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé, des motobikes électriques. Fait que ça, tu peux le conduire. C'était notre première ride ensemble. Je pense que ça va être la dernière. Puis, ça! Luc, t'as pas passé le test? Mais moi, j'ai crié tout le long. Oh là là! Il va falloir se pratiquer encore un peu à Bangkok. mais en fait, on se promenait dans les tentes. Tu sais, on a fait les tentes en ballon, mais après ça, tu pouvais te promener dans les tentes. Il y en a comme 400. Puis, mais c'est très sablonneux. Tu sais, fait que la motobike, c'est pas évident de travailler avec le centre. C'est spécial. Oui. Ah, mais écoute, ça fait partie des péripéties de voyage, ça. Hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'en souvient. Puis, tu sais, avec toutes vos belles expériences, le fait d'avoir été aussi longtemps à l'étranger comme ça, on peut pas faire autrement que changer, qu'évoluer, de s'expandre en tant que personne. Puis, je suis curieuse de savoir un peu comment vos expatriations vous ont changé. Veux-tu y aller en premier ou... Non, vas-y. Je vais commencer à nommer le droit de parole. Ouais, c'est ça. On va tirer pile ou face. Roche, papier, ciseaux, j'aime ça. Mais moi, je dirais que ça m'a rendu beaucoup plus patiente. J'ai appris à prendre ça plus relax parce que des fois, je voudrais que ça aille vite, vite, vite pour tout, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que ça a travaillé beaucoup ma patience. Ensuite, ça m'a amené une ouverture vers le monde. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, là, mais encore plus, je trouve ça encore plus beau, tu sais, d'avoir vu autant à Bahreïn qu'ici, d'avoir vu les gens évoluer dans leur milieu.
Tu sais, c'est comme, je sais pas, tu vas en France, puis tu parles un Québécois, c'est pas pareil comme si le Français vient au Québec puis il nous voit comment on est, tu sais, dans nos relations humaines puis tout ça. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est comme découvrir à puissance 1000, là, parce que t'es dans l'immersion constamment. Ouais. Fait que ça m'a appris ça, une plus grande ouverture. Puis, c'est pas mal ça, toi? Ben moi, c'est les contacts. C'est sûr, c'est les contacts humains. Là. Moi, je suis très curieux. Tu sais, on va visiter un endroit, Sonia va regarder le Bouddha, le temple. Moi, je regarde les gens. Puis après, on se parle de chacun de nos affaires. Fait que ce qui rend intéressant. Mais c'est le contact humain. Puis j'ai à apprendre aussi. Tu sais, en Asie, c'est vrai que les gens. T'es dépaysé parce que on est souvent dans notre monde occidental, un peu où on va, c'est souvent la façon occidentale. Ici, les Thaïs, ils ne parlent pas beaucoup anglais, ils parlent leur langue, leur culture est importante, leur culture bouddhiste est importante. Fait que c'est un peu à découvrir l'autre. Puis ça m'a un peu fait réfléchir sur moi quand je vais retourner au Canada. Puis comprendre quand quelqu'un émigre au Canada, comment on peut l'aider, comment on peut les aider, puis comment on peut les intégrer dans notre culture. Ça m'a montré beaucoup ça. Puis ici, j'ai... Oui, c'est ça. De l'autre côté où tu n'es pas la majorité, puis ben arrête-toi, regarde, apprends la culture, vois comment il fonctionne. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup ça. Ça m'attire beaucoup. Puis tu sais, en bout de piste, les gens, comme je disais l'autre fois, ils veulent travailler, ils veulent manger, ils veulent avoir une vie de famille, ils veulent avoir des enfants, ils veulent faire des aventures. Tu sais, on veut tous la même chose. Ouais. Fait que ça, c'est le fun de le vivre. Tu sais, pas juste d'écouter des reportages chez toi ou tout ça, mais de le vivre vraiment sur le terrain, puis de le vivre à tous les jours. Ça, c'est super. Ouais. Mais tu sais, il y a une expression telle qui dit same, same, but different. Mais c'est un peu ça aussi, quand que tu vis cette expérience-là, c'est que tu te rends compte que on est tous pareils au final, tu sais, même si on est différents dans nos traditions, nos cultures, tout ça, on a vu toute la même chose, on est tous pareils, puis, tu sais, jaser avec un ami thaï ou jaser avec un ami québécois, ben les discussions se ressemblent souvent, puis tournent quand même autour des mêmes choses, fait que ça, c'est le fun de voir ça aussi. Non, 100%. C'est fou, ça résonne énormément, je trouve ça beau ce que vous dites en ce moment, c'est vrai, tu sais, au final, on parcourt le monde, puis pour avoir parlé avec bien des voyageurs, il dit j'ai fait le tour du monde, mais ça ramène au même constat. Ouais. We're all humans. Ouais, we're fighting for the same. Ouais, c'est non, ça, exactement. Mais en même temps, c'est beau les différences. Oui, on est tous pareils fondamentalement, mais en même temps, c'est beau d'être pareil dans nos différences. Ouais. Nos coutumes, notre culture, nos traditions. Moi, c'est surtout ça qui me fascine aussi quand je voyage, c'est de comprendre les traditions, les cultures, puis les coutumes ancestrales, tout ça. Pourquoi tu fais ça? Ça vient de où? Ça vient... tu le pratiques-tu encore aujourd'hui? Ou c'était tes grands-parents qui faisaient ça? Pourquoi tu fais cette danse-là? Ça signifie quoi? Le rituel religieux? Ouais. Il y a tout un monde à découvrir. Même si on est pareil, on est quand même différent dans nos... L'humour aussi, tu sais, l'humour est différent d'un Asiatique à un Occidental ou un Canadien ou un Québécois comme moi. Puis aujourd'hui, tu sais, je me sens à l'aise quand on discute ensemble. Autant dans l'humour asiatique, je vais trouver ça drôle. Tu sais, les Asiatiques, ils rient souvent des formes, tu sais, les gens... T'es gros, t'es maigre, là, tu sais, comme chez nous, au Québec, ça passerait moins, ce genre de blague-là. Nous autres, on arrive beaucoup de ça. Tu sais, nous autres, c'est différent, mais on arrive ensemble à se compter des blagues que je conterais un Québécois ou que lui conterait à un Asiatique. Fait que, tu sais, développer toutes ces choses-là, c'est des relations vraiment spéciales. Oui, c'est ça, comme all the same, mais dans l'expression, dans le différent. En tout cas, je sais pas, on va s'inventer une quote qui va qui va fitter parce qu'on l'a pas encore. Mais écoutez, je pense que c'est le temps de s'amuser un petit peu. Je vous ai préparé des questions en rafale.
Vous me répondez le plus spontanément possible. Puis voilà. C'est toi en premier. Parole. Ça me prendrait un buzzer. Ah ouais? Donc, très simple. Aller ou hublot? Hublot! Allez! Pourquoi? Oh, parce que t'es ride de la... C'est ça! La plus belle chose que vous avez... J'aime ça prendre des photos. Ah. Fait que j'aime plein de hublot parce que je peux prendre plein de photos. Oui, hein. De l'aile de l'avion avec le coucher de soleil? Oui. Oui. Tu prends tout le temps. Puis en fait, moi, c'est plus le milieu, tu sais, parce que quand on était avec Geneviève, elle prenait l'allée, Sonia le hublot, moi, j'étais dans le milieu. Fait que là, tu peux pas t'accoter. Pauvre Luc. La plus belle chose que vous avez vue, ça peut être monument, nature, quelque chose qui vous vient en tête, qui vous a vraiment émerveillé. Moi, je dirais, c'est sur les temples. Je suis toujours émerveillée devant les temples. Là. Même si j'en vois 300, je vais être émerveillée à chacun, que ce soit des temples au Cambodge ou des temples au Japon ou en Indonésie ou à Bangkok ou peu importe. C'est vraiment quelque chose qui me trille, là, que j'aime voir pour l'architecture. C'est plein d'art, ART, là. C'est tellement plein de petits détails que, tu sais, si tu prends vraiment le temps de tout regarder, là, c'est du travail, là, c'est épouvantable. Fait que je dirais, j'en citerai pas un en particulier parce qu'ils sont tous beaux, là, mais c'est le temps de toi. Tu peux les voir sur Instagram. Oui, je vais mettre le lien pour qu'on puisse aller admirer ta collection. Je te conseille de ne pas me suivre parce que c'est plate. Toi, c'est quoi ton... Ben, moi, il y en a un, ça va être cliché peut-être, là, mais un des choses, c'est les rizières qu'on a vues au Vietnam. On est allé dans les montagnes, là, il y avait des rizières, c'était vraiment beau, là, c'était incroyable. On avait l'impression d'être dans les nuages. Bagan aussi, parce que moi, j'ai le vertige, fait qu'en ballon, je pensais avoir peur, puis finalement, j'ai pas du tout eu peur. Fait que ça, j'ai beaucoup... la vue aérienne était belle. Puis ce que j'aime aussi, c'est les sourires des enfants. Les enfants, quand je vois, tu sais, des fois, on va dans des places, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sourient, ils s'amusent. Ça me fait rappeler un peu ma jeunesse à moi aussi, là, tu sais, quand on s'amusait, tout ça. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis, le plus gros choc culturel que vous avez eu? À Bahreïn. À Bahreïn, ça a été ça, un gros choc, là. Premièrement, il ne faut pas oublier que ça fait quand même longtemps, là, ça fait 20 quelques années. Fait que à ce moment-là, on est témoin au fait de toutes les cultures, puis tout ça, là. Fait que c'est sûr que quand tu débarques, tu te sens sur une autre planète complètement. Mais je dirais que moi, mon choc culturel, je l'ai vraiment eu à Bahreïn, quand je suis arrivée. Ouais. Bien, ça s'est vite transformé en belle histoire, là, parce que c'est ça qui m'a attiré là aussi, d'avoir le choc culturel, là. Ouais. Mais c'était le pire, je te dirais. Toi? Moi aussi, je dirais à Bahreïn aussi. Aussi un peu en Thaïlande, parce que, tu sais, une anecdote, on avait parlé la dernière fois, on s'est mariés en Thaïlande il y a 20 quelques années. Quand on était à Bahreïn, en fait, on est venu ici parce que c'était facile de venir ici. Puis c'est le changement le changement qui a opéré, tu sais, quand on est venu, il y avait des clones qu'on appelle, où il y en avait beaucoup plus. Là tu arrives 25 ans après en Thaïlande, en Bangkok, là, c'était totalement changé, une grosse ville. Ça m'a marqué aussi. Et de voir le avant-après, de voir que le monde évolue à une vitesse fulgurante. Oui, c'est ça. Ça se développe. Puis, la fois où vous avez eu le plus peur, où vous êtes sorti le plus de votre zone de confort? Le plus peur, je dirais, c'est dans les manifestations là, anti-américaines à Bahreïn. Okay. Ça, j'ai vraiment eu aucun plaisir, là, puis j'avais juste hâte de partir. Je dirais que c'est ça le plus... c'est ça aussi, le moment où j'ai eu le plus peur. Je dirais peut-être la même chose. J'ai pas vraiment des fois où j'ai eu peur. Je pense que c'est plutôt des fois, tu as une constante. C'est pas pareil comme être au Québec. Au Québec, tu vas pas penser à ce genre de choses-là. Tu sais, comme présentement à Bangkok, en ce moment, ben
c'est un peu difficile avec le COVID vis-à-vis les étrangers. Il y a les étudiants aussi qui manifestent beaucoup contre la monarchie. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'au Québec, on voit moins. Fait que dans ta vie de tous les jours, tu y penses pas. Fait que, tu sais, il y a toujours ce petit sentiment-là. À Bahreïn aussi, tu sais, pas qui fait peur, mais qui te fait réfléchir. Comme si tu avais vraiment 100% la paix d'esprit, si on veut. Oui, c'est ça, tu sais, est-ce qu'il va arriver quelque chose ou pas. Tu sais, des fois, c'est difficile tu sais, quand tu comprends pas tout le langage, c'est difficile de savoir de ce qu'il parle. Puis la zone de confort, c'est peut-être des fois où on tente plein de choses, comme on est allé dans un spectacle à Bahreïn où il y avait 0 accidentaux, il y avait juste moi puis Sonia. C'était un spectacle d'un chanteur indien que j'aimais. Daler Mendy. Et puis, on le salue. On s'est mis à danser avec les Indiens, puis ils nous montraient les gestes, puis tout ça. C'était drôle. Je me sentais pas dans ma zone de confort, mais j'avais beaucoup adoré. J'avais pas eu peur du tout. J'adore. Puis, c'est comme à Bollywood. Oui, c'est ça. C'est tellement beau. Écoute, je te comprends, Luc. Moi, je suis fan de musique indienne, donc je comprends à 100%. Je trouve ça magnifique pour avoir été en Inde aussi, le Bollywood. Mon rêve, c'est de participer à une vidéoclip de Bollywood. Parenthèse fermée. Vous vous sentez pleinement vivant quand? Quand on est en découverte. Puis c'est pour ça qu'on aime tant l'expatriation, parce que on est toujours en mode découverte. On peut le faire chez nous, là, tu sais, je parle de mon expérience, de notre expérience d'expatriation, mais c'est quelque chose quand même qu'on peut faire chez nous, puis mais ça, tu sais, être toujours en découverte des nouvelles cultures, nouvelles traditions, tout ça, moi, ça me parle énormément, puis j'adore ça, puis fait que je dirais que c'est la découverte, c'est ce qui me plaît le plus. Ouais, moi aussi, c'est ça. Tu sais, je suis curieux. Je suis un gars curieux de nature. J'aime le changement aussi. Fait que c'est pas quelque chose qui me fait peur. Fait que ça, j'aime ça. Le fait en expatriation, ben comme Sonia dit, on peut le faire au Québec, mais en expatriation, c'est sûr que tu découvres plus de choses. Il y a plus de choses de nouvelles dessus. C'est comme en exponentiel un peu. C'est comme la même chose avec un petit exposant 10, tu sais. C'est ça. C'est toujours de la nouveauté, quasiment. Fait que c'est comme on vit ici, mais c'est comme si on était en voyage aussi, d'un sens, parce qu'on est toujours en découverte. Bien, la fin de semaine, parce que la semaine, le travail est le jour et le soir. Fait que la semaine, on ne découvre pas grand-chose à part de notre appart, là. mais c'est ça que vous disiez que, ben, comme la situation actuelle, comme on la connaît, avec le COVID, vous avez un peu la Thaïlande à vous. Tu sais, des endroits qui, normalement, sont hyper achalandés, ben, vous pouvez en profiter. Fait que ça vous permet de bien découvrir la Thaïlande aussi. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis j'aimerais ça terminer mes questions en rafale avec un fait wild sur vous pour aller dans la thématique du podcast. Donc, qu'est-ce que vos enfants ne savent pas, ni même... Non. On ne peut pas en parler. Ben, je dirais... ben c'est sûr, là, l'expatriation, il y a 20 ans, avec trois petits à la fin, dans un pays complètement différent de nous autres, de chez nous, c'était quand même assez wild à l'époque. Mais pour citer un moment précis, je dirais que c'est quand on avait fait un voyage en Oman, à un moment donné, ben je dis wild, mais c'est dans le sens où une expérience un peu folle ou quelque chose qu'on a fait. Exact. OK. Ben, on avait pris un espèce de bateau-taxi à Oman qui nous avait amenés sur une île déserte en plein milieu de la mer. OK. Puis, il nous droppait là avec nos 3 petits, puis notre boîte à lunch, puis il était censé de revenir nous chercher le soir. OK. Je dirais qu'avec le recul, je ne sais pas si je leur ferais aujourd'hui. Oui, il est revenu nous chercher. Dans le sens où il y a quand même eu de l'inquiétude parce qu'une fois qu'il nous a droppés, je me suis dit, hey, tu sais, les réseaux cellulaires ici, là, tu sais, ça fait quand même longtemps. Fait que les réseaux cellulaires qui disent qu'à 4 heures, là, s'il ne vient pas nous rechercher, on va être capable d'appeler pour dire, hey, vous nous avez oubliés sur telle île, au milieu de telle place, nowhere, trouvez-nous quelqu'un. Mais, ouais, je ne sais pas si je reprendrais cette chance-là aujourd'hui, mais je suis quand même contente de l'avoir faite. C'était quand même le fun. Puis on avait fait, tu sais, du snorkeling, puis Sonia était allée avec Olivier, mon fils, puis il était ressorti, puis il était là, il y a des gros poissons, il avait peur.
Puis là, finalement, je disais, ça ne doit pas être si pire que ça. Mais quand je suis allé en faire, moi aussi, il y avait des poissons à la grandeur de nous autres. On était comme en plein milieu de l'océan. Là, on était là, wow! Il y avait des requins, tu sais. Peut-être, on ne le sait pas, tu sais. Fait que là, je me suis mis à réfléchir à ça. J'ai sorti moi aussi de l'eau. Et finalement, votre île, pas dans l'eau, juste là. On a fait des châteaux de sable. C'est ça. Non, mais je trouve ça... Écoute, c'est wild. C'est vrai, des fois, on fait des choses, comment dire, on double pense pas, on y va parce qu'on se dit, oh, ça va être le fun, mais des fois, on pense à ça, puis on se dit, il y avait telle chose, telle chose, telle chose à... repenser 2 fois, non, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais on fais confiance aux gens là-bas, que peut-être au Québec, tu t'aurais dit, j'aurais jamais fait ça, tu sais, mais là, tu fais confiance, tu pars, tu y vas. Nous autres, on s'est dit, il va venir nous rechercher. Et il est revenu. Oui, il est revenu, mais une chance. Oui, ben c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu peux compter ton histoire wild. Mais écoute, Sonia, Alain, Alain, mon Dieu, je finis bien. Luc, je vous remercie tellement pour votre temps. C'était génial. Je trouve ça vraiment intéressant, votre parcours, mais aussi de voir la belle chimie qui, à travers les années, ce qui vous garde allumé, ce qui vous garde vivant. Vous êtes avide de découvertes, vous voulez voir le monde ensemble. Je trouve ça magnifique. Puis en plus, vous avez partagé ça avec vos enfants. Donc, ils viennent vous voir, puis ainsi de suite. Vous allez les voir. Donc, je trouve ça vraiment beau. Puis, qu'est-ce qui vous attend? C'est quoi, mettons, les prochains projets? Le renouvellement de l'expatriation? Bien, c'est sûr, quand la COVID va être finie, ça va être de retourner voir nos enfants. Puis moi, ma mère est malade, fait que c'est sûr que j'ai vraiment hâte là, de retourner puis d'aller faire des vacances sur quelques semaines au Québec, là. Puis après, on a des visites un peu en Asie qu'on avait prévues cette année, mais avec le COVID, tout a été mis sur la glace. Fait qu'il y a peut-être Séoul, Taïwan, Singapour qu'on veut faire, aussitôt qu'on va pouvoir reprendre les voyages internationaux. Ouais. Puis pour la fin du contrat, ben là, pour l'instant, c'est décembre 2021, mais comme je disais, on va voir. On ne sait pas, mais pour l'instant, c'est ça. On ne sait pas ce qui nous attend au Canada non plus. Comme je disais, on n'a plus rien. Fait qu'on ne sait pas dans quelle ville on va aller se réinstaller. On va voir avec les enfants aussi. On est rendu à un âge où nos enfants sont plus vieux. S'ils ont des enfants, ben on va essayer de transmettre notre passion aux petits-enfants. Oui, c'est ça. On va les emmener en voyage. C'est super, honnêtement. Encore une fois, on a des endroits en Europe où on n'a pas beaucoup fait l'Europe. On aimerait ça aller voir l'Europe aussi, aller se promener là-bas. OK. En tout cas, on va souhaiter que les choses se placent et qu'on puisse continuer à voyager comme on aime donc le faire. Puis, ben, écoute, je vais vous souhaiter une super belle journée parce que vous, elle fait juste commencer. Moi, je vais aller me coucher. On va aller manger. Merci encore. Pardon? On va aller manger nos toasts au beurre de pinot. Ah, c'est ça, exact. Bye, là. Bonne journée. Bye. Merci beaucoup. Merci, c'était super. Bye. Bye bye.